Non loin des falaises de Mont Jay, on aperçoit notre protagoniste prénommé Lee Jaya, rempli de nostalgie, car revenir sur ces falaises lui rappelle le bon vieux temps. Ce bon vieux temps où il rêvait de devenir le dieu des arts martiaux. Bien que cela n'était pas facile, il souhaitait vraiment réaliser ce rêve, et à chaque fois qu'il en parlait, tout le monde le prenait pour un fou. Cependant, il s'entraînait jour et nuit afin de l'accomplir, tel un fou furieux. Bien qu'il ne soit pas devenu ce dieu, il pensait s'être suffisamment entraîné pour. Mais finalement, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Démon fou, arrête de parler pour ne rien dire et rends-nous cette putain de pierre de jade que t'as volée. Officier, tu ne vois pas que je suis en train de parler? Je ne vais pas perdre mon temps à écouter tes putains de sottises, puisque c'en est fini de toi et tu ne pourras plus t'échapper. C'est bien ça la pierre de jade du paradis, pas vrai? Et si je la lâchais? Excuse-moi, tu peux continuer. Ok, Rai, tu peux continuer. Ok, c'est parti mon kiki. Il était doué en strates de guerre, en intrigue politique et bien sûr dans l'art du mensonge. C'est pourquoi il n'est jamais tombé sous l'emprise du charme d'une femme et sa tolérance à l'alcool est juste impressionnante. MDR, t'es le seul à le penser, surtout concernant le charme d'une femme. Ce n'est pas plutôt parce que tu les fais fuir et ainsi tu n'as pu attirer que des femmes de ton niveau. Ce n'est un secret pour personne. Je la jette. Continue. Après ce petit spectacle entre notre protagoniste et l'officier, une grande conversation s'ensuivit au sujet de son statut social, du surnom que tout le monde lui donnait, soit celui de démon fou. Par ailleurs, on apprit que cet officier avait poursuivi notre héros pendant des jours juste à cause de cette pierre, et donc ce dernier n'a pu se reposer ou encore se nourrir. Du coup, pour les faire chier, et vu qu'il est d'humeur exécrable, il décide d'avaler cette pierre, et étrangement, il avait un goût de pêche. Et ce n'est pas si mal. Néanmoins, l'officier venait de rentrer dans une colère noire et ordonne à ses soldats de le massacrer puis de le ramener vivant. Il pensait vraiment que ses soldats allaient pouvoir capturer celui qu'on appelait le démon fou. Eh bien, oui. Mais ces derniers se sont fait tous écraser par Jaya. Finalement, celui-ci décida de s'occuper de notre protagoniste personnellement et donc met à l'écart ses subordonnés. C'était désormais un face-à-face contre Jaya. Les deux ont donc concentré toute leur puissance dans un seul point et se sont attaqués simultanément. Le choc était tellement puissant qu'elle a détruit une partie de la falaise, a projeté notre protagoniste dans le vide et a détruit entièrement le bras gauche de l'officier. Bien sûr, on n'avait pas tout de suite vu que notre héros tombait de la falaise, mais quand il l'eut su, c'était déjà trop tard et Jaya tombait dans l'abysse. Il était sur le point de mourir et le démon fou ne faisait que penser à sa vie et à tous ses regrets. Mais c'est alors qu'il se retrouva dans un endroit plutôt étrange. Mais où est-il? Soudain, un vieux monsieur apparaît de nulle part et se met à lui parler. Mais, c'est Jésus? Enfin, un maître ultime? Peu importe qui il est actuellement, notre protagoniste n'a pas besoin de le savoir. De plus, ce mystérieux homme affirme qu'à cause de la pierre de jade du paradis contenant des âmes ne pouvant pas aller au paradis, ils vont devoir s'accrocher à la sienne, c'est-à-dire à son âme. Ainsi, après une longue discussion avec ce vieil homme mystérieux, celui-ci décide de donner une seconde chance à Jaya parce qu'il le croit assez vertueux pour en avoir. De ce fait, il active un pouvoir assez étrange et une lumière enveloppe notre protagoniste pour ensuite se réveiller dans une maison sur un lit. Quel est cet endroit? Dit-il, avant de s'apercevoir qu'il est de retour dans l'auberge où il vivait quand il était jeune. Il s'en rappelle vraiment, cet endroit, c'est sa chambre. Et il ne pense pas que cela soit un rêve. Comment est-ce possible? Il croit bien qu'il avait environ 20 ans à cette époque. Attends, si cela est réel, ça veut dire qu'il pourra s'entraîner aux arts martiaux plus tôt que prévu et donc pourra devenir plus fort qu'auparavant. Enfin bref, il a l'air d'avoir mal à la lèvre. Est-ce qu'on l'aurait battu? Il sort de sa chambre et constate que l'auberge est en piteux état. Il s'en souvient désormais. À cette époque, il économisait de l'argent pour quelque chose. Et quand des clients lui ont demandé pourquoi il économisait, il a donc dit qu'il voulait entendre la voix mélodieuse d'une certaine Chaeyang de la maison d'abricotier. Bien sûr, ce n'était qu'une simple blague, mais tout le monde l'a pris au premier degré, racontant ainsi des ragots sur lui. Et malheureusement pour lui, on l'a massacré et on mis son auberge sans dessus-dessous. Bon,
Vu que c'est à cette époque qu'il est revenu, autant voir l'état de son corps avant de décider de ce qu'il devra faire. Ainsi il prit position pour méditer et bizarrement il constate qu'il a du ki et que l'énergie interne circulait plus vite dans son corps. Il faisait désormais nuit et l'évolution de son énergie était juste démentielle. Peut-être que cela est dû à la pierre de jade du paradis. Enfin bref, il décide d'aller tout simplement visiter sa bonne vieille préfecture d'Iliang. Et au fur et à mesure qu'il avance, tout lui revient en mémoire petit à petit. De plus, quelques personnes l'ont reconnu sur le chemin. Il était désormais devant les quartiers de la maison de la fleur d'abricotier. Et à ce moment-là, la mémoire lui revient totalement. Il se rappelle des moindres détails de ce qui s'est passé, comment on l'a battu, comment ce Chae-young le regardait avec mépris et comment il a rentré chez lui. Maintenant qu'il est de retour, il compte bien dissiper ce malentendu. Mais une personne l'interrompt et se met à le faire chier, puis après essaie de le frapper. Mais Jaya esquive puis le met KO. Il était désormais en face d'un second obstacle. Un garde qui voulait l'empêcher d'entrer dans la maison de fleurs d'abricotier. Du coup, il lui a éclaté la tronche et est rentré dans la maison en criant. Que faites-vous, bande d'enfoirés? Venez recevoir votre client. Et là, tout le monde s'est figé d'un coup, avant que les gardes ne viennent pour essayer de l'éjecter. Mais notre protagoniste affirme qu'il est dans un endroit pour boire, donc il a le droit de venir s'il veut. Finalement, le régisseur de la maison de la fleur d'abricotier, Chae Song-tae, ordonne aux gardes de le laisser passer. D'autant plus que c'est un client et qu'il ne refuse pas un client. De plus, ça pourrait être sa seule chance d'entrer dans leur maison. Donc au point ils en sont, autant lui servir. Quelques instants plus tard, Jaya était désormais à sa table en haut et on lui servait assez de nourriture, puis un soi-disant vin de première qualité. Enfin, Jaya ordonne à la dame qui lui a servi de faire venir Chae-young. Bien qu'elle hésite quelques instants, elle accepte finalement. Une fois partie, Jaya constate qu'en réalité, ce n'est pas du vin de bonne qualité qui lui a été servi, mais plutôt un vin de très mauvaise qualité. Pff, les enfoirés. Tout de suite après, un garde monte à sa table. « Et toi, espèce de connard, comment es-tu entré ici? T'es taré ou quoi ?» dit-il avant que Jaya lui propose de boire un verre avec lui. Enfin, pourquoi pas, avant qu'il ne massacre notre protagoniste. Mais finalement, Jaya lui casse tellement les couilles qu'il est sur le point de le frapper. Mais malheureusement pour le boug, Jaya était trop puissant et l'a donc maîtrisé en transperçant sa main avec une baguette. Ensuite, se fout correctement de sa gueule. Heureusement pour lui, Chae-young arrive à temps et lui ordonne de disposer. Bien sûr, notre protagoniste le laisse partir et cette Chae-young prend place et demande l'air arrogante pourquoi il sourit en sa présence. Eh bien, parce qu'il a envie, ou bien un garçon de taverne n'a pas le droit d'avoir des expressions sur le visage, dit-il. Mais Chae-young ne dit rien et lui demande si cette situation lui fait rire. Elle en profite pour lui dire de payer ce qu'il a mangé et de s'en aller s'il ne veut pas de problème. Et ajoute que même pour tout l'or du monde, elle n'accepterait jamais de coucher avec lui. À ce moment-là, Jaya en profite pour éclaircir les choses, comme quoi il ne voulait pas coucher avec elle, et lui dit de sortir immédiatement. Quoi? Il lui demande de sortir immédiatement. Et une seconde fois, ce n'est pas un, mais 3 gardes qui entrent dans la salle pour massacrer notre protagoniste. Mais le même scénario qu'avec le précédent se produit. Mais cette fois, il devrait le laisser terminer son vin de mauvaise qualité. Donc ces derniers s'assiedent et l'attendent. Et au fur et à mesure qu'il boit son vin, ces derniers s'impatientent et constatent que Jaya arrive. Et se mettent à rire avec lui avant de l'attaquer. Mais ils se font tout de suite laminer. Et donc, mes amis, je vous fais toujours rire? Alors que les 3 gardes étaient à terre et bien amochés, Jaya ordonna à la femme qui lui avait servi ce soi-disant vin de qualité de lui en resservir. Et quelques instants plus tard, Song-tae arrive dans la pièce avec beaucoup d'autres gardes, en demandant à notre protagoniste s'il était devenu fou et s'il voulait mourir. Mais ça fait tout simplement rire notre héros, ce qui irrite Song-tae qui essaie de le frapper. Mais Jaya esquive puis lui balance un pot sur le visage, ce qui blesse son œil droit. Ainsi, ses gardes sont sur le point de l'attaquer, mais se retiennent, car ils ne sont pas de taille face à notre protagoniste.
contrairement à Song Tae qui est sur le point de l'attaquer à nouveau. Mais Jaya finit par le calmer, et ainsi ce dernier ordonne à ses gardes de descendre, puis ordonne à une servante de les préparer une nouvelle pièce. Une fois dans celle-ci, Song Tae se demande pourquoi notre protagoniste fait tout cela, et lui demande où il a trouvé une si grande opportunité. Enfin bref, il décide de servir du vrai vin de qualité à notre protagoniste, qui remarque tout de suite la différence entre celui qu'on lui avait servi et celui-ci. Du coup, il se plaint sur le coup et Song Tae affirme qu'il en est désolé et que c'est le marché. Et c'est comme ça. Finalement, Jaya lui dit de boire avant lui pour vérifier que ce n'est pas empoisonné, ce qu'il fit sur le coup. Après ça, Song Tae demande à Jaya depuis quand il sait aussi bien se battre. Mais ce dernier affirme que depuis toujours, mais son grand-père lui en interdisait l'usage. C'est-à-dire l'usage des arts martiaux. Bien sûr, Song Tae sait qu'il ment et essaie de le provoquer en s'excusant pour la raclée qu'ils lui ont mis la fois passée. Eh bien, je t'en remercie, enfoiré. Mais tu commences sérieusement à m'irriter. Ton attitude et ton ton me tapent sur les nerfs. Dois-je te tabasser un petit peu plus pour que tu changes d'attitude? Sur le coup, Song Tae s'agenouille pour s'excuser auprès de notre protagoniste. Et à ce moment-là, Chae Young rentre dans la pièce. Et cette dernière est tout simplement déboussolée. Elle ne comprend pas pourquoi Song Tae se prosterne devant un simple garçon de taverne. Et pourquoi il est blessé au visage. Serait-ce possible que ce soit ce garçon qui l'ait fait? Sa réflexion ne fut pas longue. Song Tae lui dit de s'asseoir et celle-ci s'assoit à côté de lui pour le servir. « Mais qu'est-ce que tu fous là à t'occuper de moi? Va plutôt t'asseoir de l'autre côté. » D'accord. Chae Young est désormais aux côtés de Jaya et le sert à boire. Mais celui-ci affirme qu'il peut éprouver un amour pur et innocent. Cependant, il n'a jamais ressenti ça en la voyant. Du coup, il lui ordonne de sortir de la pièce car elle lui coupe l'appétit. Mais elle était comme figée dans l'espace et dans le temps. Finalement, c'est Song Tae qui la raviva en lui ordonnant de quitter la pièce. Ainsi, elle se lève et sort de la pièce. Il lui en faut pas beaucoup pour pleurer. Ensuite, Jaya demande à Song Tae de ne plus le tutoyer et de cacher son œil car ça le met mal à l'aise. Sur le coup, celui-ci affirme qu'il fera attention la prochaine fois. Et là, Jaya affirme l'atmosphère se tend, qu'il est vraiment doué pour lécher les bottes et celui-ci l'en remercie. Enfin, notre protagoniste lui demande d'après un certain Joey Giol. Et Song Tae affirme qu'il ne pourra pas venir car il est en train de recevoir les maîtres du clan du lapin noir. Le lapin noir? Il parle bien de ces types qui se baladent avec des épées noires? Exactement. Et apparemment, dans peu de temps, une nouvelle faction verra le jour dans la préfecture d'Iliang avec l'autorisation de ce clan. C'est pour cela que Joey Giol est absent. Enfin, bref, Jaya compte battre ce dernier, mais s'il le fait, le clan du lapin noir deviendra son ennemi. Sur ce, clôt la conversation de Jaya avec Song Tae, où Jaya s'en va en invitant Song Tae à être sous ses ordres, car il compte bien tous les mettre sous ses ordres. Mais une fois à la sortie de la pièce, il y avait énormément de gardes autour de la pièce, mais avec un seul mot de notre protagoniste, ils se sont tous écartés. Et en descendant les escaliers, on pouvait entendre l'homme que Song Tae avait frappé avant de rentrer hurler à tue-tête qu'il allait tuer Jaya. Et quand il eut croisé ce dernier, il essaya de lui donner un coup, mais se fait sévèrement repousser d'un seul coup. Puis il sort de la maison et se met à déambuler dans les rues avant de tomber sur une forge. S'il veut s'opposer au clan du lapin noir, il va avoir besoin d'une arme. Du coup, il y entre et on constate qu'ils sont en plein travail. Et il y croise aussi l'assistant du patron de la forge, Kwa Kongae. Il lui demande s'il est venu pour qu'il règle leur ardoise. Mais en réalité, Jaya n'est pas venu pour ça. Il est venu pour acheter quelque chose. Vu qu'il compte s'opposer au frère Joe, il va lui falloir des armes. Yongae n'y comprend rien. Il s'est fait tabasser la fois passée, mais ça ne lui suffit pas. Et il compte cette fois-ci miser sa vie. Mais Jaya le remet à sa place en lui disant que c'était son choix et que ça ne le regardait pas. Donc il voudrait soit une épée légère, un fouet résistant ou alors une dague bien affûtée. C'est alors que Yongae ordonne à deux de ses apprentis d'apporter l'épée du dragon noir, le fouet du dragon blanc et la dague du dragon nuageux. Ensuite, il essaie de partir en hors-sujet avec notre héros sur les nouilles de son grand-père qui sont extrêmement bonnes comparées aux siennes qui sont tout juste dégueulasses. Mais notre protagoniste le remet à sa place en affirmant qu'il n'était pas venu pour parler nouilles. Et là, les armes sont venues. Bien sûr, le connaissant, il ne fait
aucun choix puisqu'il compte tous les prendre. Mais le prix est juste trop énorme pour lui. Donc il essaie de négocier en payant 600 pièces pour les trois, mais uniquement en prêt et il les ramènera plus tard. Malheureusement, ça ne prend pas avec l'assistant qui refuse sur le coup. Cependant, le chef de la force arrive en demandant ce qu'il se passait. Il s'agissait de Kum Cheo Leong. Ainsi, l'assistant expliqua à son patron ce qu'il se passe. Et heureusement, le chef reconnaît aussitôt notre protagoniste et en profite une seconde fois pour parler de nouilles. Mais l'assistant lui dit qu'il l'a déjà fait. Ensuite, ce dernier essaie de le convaincre de ne pas faire la guerre au frère Joe. Mais Jaya a déjà pris sa décision. De ce fait, il propose à Cheo Leong, le chef, de rallier toutes les forces de la préfecture pour former une faction forgeron. Là, il compte créer son propre clan. Car en créant leur clan, les frères Joe vont abuser de leur pouvoir. Et donc Jaya ne le fera pas. Et après avoir expliqué tout son plan qui consistait à former des factions dans son clan comme une faction de réhabilitation ou encore d'architectes, il annonce qu'il ne demandera rien au peuple ou aux membres du clan, qu'il n'y aura pas de hiérarchie de sorte à ce que l'argent durement récolté par chacun soit gardé. Encore plus bizarre, le chef trouve son idée pas mal. Et pour le nom, Jaya a choisi celui du clan des bas-fonds pour apparemment rappeler leur infériorité de toujours. Mais le chef reste un peu perplexe sur sa victoire contre les chefs Joe. Et Jaya lui dit qu'il verra bien après le combat. Ainsi, Cheo Leong ordonne à ses apprentis de lui remettre toutes les armes qu'il voulait, en lui disant qu'ils en reparleront de son projet s'il s'en sort vivant. Il fait désormais nuit et Jaya se trouve dans son auberge, plus précisément dans sa chambre à méditer. Et quelques instants plus tard, on retrouve un groupe de personnes creuser un trou dans la cour d'une maison sous la direction de Joey Geol, le deuxième frère de la fratrie Joe, puisqu'ils sont trois. Et celui-ci est surpris que Jaya soit là en avance, car il comptait l'appeler après avoir creusé le trou. « Assieds-toi, enfoiré de garçon de taverne, dit-il. Ainsi notre protagoniste prend place. Alors Lee Geol affirme qu'aujourd'hui a été une bonne journée pour lui et ses frères, car ils ont enfin l'autorisation de créer leur propre clan. Cependant, un garçon de taverne pas foutu de préparer de pauvres nouilles a causé du dégât à la maison de la fleur d'abricotier. Que devrait-il faire à son avis ? En criant le nom de notre protagoniste et en lui demandant 3 bonnes raisons pour qu'il ne le tue pas après qu'on ait fini de creuser le trou. Mais Jaya se contente juste de rire, ce qui énerve Geol. Mais Jaya ajoute qu'il devrait plutôt pleurer à la place. C'était la goutte de trop, et Geol s'apprête à frapper notre héros, quand celui-ci sort sa dague pour la planter dans la main de son assaillant. Maintenant c'est clair. Il comprend pourquoi Jaya a pu faire du dégât à la maison d'abricotier. À ce moment-là, les personnes qui causaient le trou l'informent qu'il a fini, mais il les ordonne de creuser plus profond. Ensuite, il se retourne vers Jaya pour l'attaquer une seconde fois, mais ce dernier le calme encore et lui demande à quoi sert le trou. Et celui-ci, bien qu'ayant mal, affirme que c'était pour le faire peur. MDR. Sur le coup, notre héros lui ordonne de lui donner 3 raisons pour lesquelles il ne devrait pas le tuer à son tour. Bien sûr, celui-ci n'a rien à dire. Jaya en était sûr. Des brutes comme lui n'ont aucune raison de vivre. Mais celui-ci essaie de l'en dissuader en disant que s'il le tuait, il allait mettre à dos ses 2 autres frères ainsi que le clan du lapin noir. Mais avant qu'il ne termine, la dague était déjà plantée dans son cœur et il mourut sur le coup. Une fois son objectif rempli, Jaya se retourne vers les personnes qui creusaient, leur dit d'arrêter. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il constate que leur chef est mort. Ainsi, il se demande à notre protagoniste qui il est en réalité. Et il affirme qu'il n'est qu'un simple garçon de taverne. Mais il ne le croit pas. Enfin bref, il les ordonne d'enlever leurs masques. Et après avoir vu leur visage, il constate qu'il ne les a pas vus dans la préfecture. En réalité, ils sont arrivés récemment et travaillent donc dans la maison de la fleur de poignée. De ce fait, il les donne un choix. Soit ils meurent avec Geol, soit ils l'enterrent et quittent la préfecture. Malheureusement, c'est impossible, mais ils promettent de ne plus mettre les pieds dans la maison de la fleur de poignée. Bon, finalement, il accepte et un d'entre eux essaye de travailler pour lui en tant que cuisinier, mais il finit par refuser. Enfin retourné dans sa maison et qui voilà, Seong Tae qui est venu le rendre visite et lui demande s'il a vraiment tué Joey Geol, ce qui est le cas.
Enfin bref, il demande à Song Tae qui portait un masque à l'œil pourquoi il le porte et ce dernier affirme que ça fait partie de sa ruse, etc., etc. Ensuite, il demande à Jaya ce qu'il compte faire des autres frères Joe. Et bien sûr, comme on s'y attendait, il compte les éliminer aussi, car ils représentent une grande menace pour la préfecture d'Iliang. Et pour conclure la discussion, il demande à Song Tae d'aller chercher à manger, car il a de l'alcool mais pas à manger. C'est possible ça? Bref, il demande de l'argent à notre héros, mais celui-ci affirme qu'il n'a pas d'argent non plus. Bon, après il lui ordonne d'acheter aussi ce qu'il aime à manger en grande quantité pour qu'ils en restent le lendemain pour bouffer. Ainsi Song Tae s'en va. Eh Song Tae, quoi encore? Tu te balades? Tu as l'air d'être vraiment à l'aise là. Va plus vite! Putain, il me prend pour son garçon de course ou quoi? Tu te balades toujours? Putain!曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わない